CO2 in Zirkulation zu tun einerseits. Und mich würde jetzt ein bisschen interessieren, wie wir diese Fäden vom ersten Teil mit dem realen Leben der Menschen, sagen wir, mit diesem zweiten Teil, was ja auch das reale Leben sehr betrifft, ja, für Menschen, die wirklich dann ganz am Rande eigentlich sich dieses Rechts bewegen oder keinen Zugang mehr dazu haben. Und würde sagen, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir schauen, was von Ihnen noch kommt, welche Fäden für Sie offen geblieben sind ja wirklich nur Verständnisfragen gewesen in dem ersten Teil, so dass wirklich Sie jetzt auch nochmals Ihre Themen einbringen können oder Ihre Intervention. Oder vielleicht Sie auch aufeinander reagieren. Sie haben ja auch voneinander vielleicht Dinge gehört, die Sie noch nicht so... Ja, Herr Drilling. Ja, vielleicht irgendwo, wo ein Mikro ist, sonst haben wir... Vielleicht sollten wir hier einen Publikumsstuhl machen, die Publikumsreihe, so dass die sprechen, wirklich sich das Mikro holen. Ich habe eine allgemeine Frage darauf. Und zwar, ist eigentlich den Behörden auf den unterschiedlichen Scales unseres Staates bewusst, dass sie auf der einen Seite diejenigen Schweizerinnen und Ausländer, die ins Ausland gehen, um dort ihren Ruhestand zu leben, mit einer relativ großen Offenheit und auch Möglichkeit begegnen. Und auf der anderen Seite denjenigen Menschen, die von außen kommen, um eine Zeit ihres Lebens oder vielleicht auch den Rest ihres Lebens, weil sie nicht mehr rauskommen, in der Schweiz verbringen, mit einer viel größeren Restriktion begegnen. Also das ist ja irgendwie doppelbödig aus meiner Sicht. Es würde mich mal interessieren, ob das in denjenigen, die mit Verwaltung zu tun haben, ob das da überhaupt im Bewusstsein ist. Also dieses Ermöglichen für die Auslandschweizer quasi guter Situationen und das Verhindern für die, die hierher kommen. Ist das etwas, denen Sie begegnet sind in Ihren Forschungen? Ja. Peut-être pas de la recherche spécifique, mais je pense qu'il y a des éléments qui expliquent cette asymétrie. Et c'est d'une part l'attractivité perçue comme marché de travail, comme un droit de vie, etc. J'ai l'impression que tout le débat, parfois de manière même caricaturale, hein, mais tout le débat sur les étrangers en Suisse et en Europe plus généralement est « ils viendront tous ». Alors, c'est fondé typiquement sur des perceptions qui ne correspondent pas réellement à la réalité. Moi, je suis peut-être plus un expert de questions de mouvements de réfugiés et d'asile, et je sais que les recherches attestent clairement que non, ils ne viendront pas tous ici. Il y a 1000 raisons pour lesquelles les personnes s'arrêtent normalement dans leur région d'origine. Mais la même chose semble valoir, mais pour plus globalement les mouvements migratoires. Et pourtant, cette perception, elle est là et elle est à l'origine de politiques très restrictives, parfois irraisonnablement restrictives. Je ne parle pas nécessairement de la politique suisse, je parle aussi de certaines politiques européennes. Et je crois que ça explique pour beaucoup, alors que les pays qui se perçoivent peut-être comme des endroits qui ne sont pas des magnets hein, pour la migration, ont tendance à avoir une attitude un peu moins dure vis-à-vis de la personne qui arrive, voire même à encourager certains types de mouvements activement. Je crois que ça explique en partie la symétrie dont vous parliez. Also auch diese Push-Pull-Logiken auch innerhalb dieser Sozialsystemlogik. Ja. Ich würde sagen, das grundsätzlich, also in meinem Sozialgeschichtsstudium war eigentlich die Frage der Würdigkeit in Bezug auf den Erhalt von gesellschaftlichen Transfermitteln seit dem 19. Jahrhundert schon gegeben. Es war ja die Geschichte der Vaganten, Vagantinnen und Vaganten, die eigentlich herumzogen und durch die Pauperisierung, durch die Verarmung keine Arbeit mehr hatten. Das war eigentlich das große soziale Problem des 19. Jahrhunderts. Und das Einzige, was eigentlich dort Abhilfe geschaffen hat,
nebst den Resozialisierungsmaßnahmen, die wir bei Charles Dickens sehr genau nachlesen können in Bezug auf die Armenhäuser, oder, wo die Personen richtiggehend neu diszipliniert wurden, wie sie vorzugehen hatten, war eigentlich das gemeinsame Bürgerrecht. Oder? Also das Citizenship war eigentlich die Hilfe, um die Menschen aus einer Situation rauszuholen, in der sie quasi sich legitimieren mussten. Und das war ja auch bei Francescos Vortrag sehr interessant. Letztlich war die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes vor 2004 eigentlich eines, das auf die Mobilität setzte und auf die Spillover-Effekte von gleichen Bürgerrechten, die über die Nationalstaaten gegeben waren. Und das scheint jetzt eigentlich wieder in Frage gestellt zu werden oder ist fragilisiert, wie Francesco gesagt hat, weil letztlich dann die ökonomischen Fragen wieder hervorgekommen sind. Also das Ziel ist erreicht, die Menschen sind einigermaßen mobil, aber jetzt kommt die Frage der politischen Legitimität. Wer darf ziehen und wer darf nicht ziehen? Und dort sind wir eigentlich genau dort, wo wir im 19. Jahrhundert waren, in der Beurteilung dann letztlich der Würdigkeit von jenen, die kommen dürfen und die nicht kommen dürfen. Und das einzige Mittel, was wir haben, sind eigentlich die Menschenrechte, oder? Die wurden mehrfach evoziert. Aber der Verdacht ist da, dass die Menschenrechte zu schwach sind, um so gegenüber politischen Aversionen standhalten zu können. Vielleicht noch zu dieser Frage nochmal konkreter. Das sind ja sehr unterschiedliche Ämter auch. Also das Spannende ist ja dann da zu sagen, dass man wirklich konkrete Ämter für konkrete Aufgaben hat, die dann nicht notwendigerweise sich austauschen müssen. Und wenn man jetzt in den Bereich geht, gut, es geht um Ausländer und Ausländerinnen, ist ja immer diese Konditionalität da. Also es geht ja immer um das Hinterfragen, diese Würdigkeit, aber auch immer natürlich zu schauen, hat diese Person es verdient? Also das geht ja auch oftmals darum. Und ich finde, das sieht man jetzt auch wieder in der SVP-Logik des Aufschiebens, also nach der Einbürgerung, dass man dann noch ein paar Erprobungsjahre haben soll. Und das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, diese Diskussion, warum wird das aufgeweicht, die C-Bewilligung, also die Niederlassung? Warum gibt es sie überhaupt noch, wenn man jetzt sieht, was das Recht gerade alles so möglich macht? Ein Begriff, der mir geblieben ist, der zweiten Sitzung, war eigentlich der Begriff der Abwärtsspirale. Oder? Fand ich sehr, sehr bezeichnend. Also eine Dynamik in Gang zu setzen, in der eigentlich all das, was Kohäsion bedeutet oder Zusammenhalt, eigentlich sich auflöst und die Richtung geht nach unten. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend eigentlich für die neuesten Entwicklungen. Die sind ja dann bodenlos, oder? Weil also diese Abwärtsspirale ist etwas, was man ja auch aus der Obdachlosenforschung auch kennt, jetzt wenn es nicht um Migranten und Migrantinnen geht. Da ist ja eigentlich auch diese Logik drin, nur dass die dann aufgefangen werden, während die anderen wirklich in dieses grenzenlose, bodenlose stürzen, weil da quasi gar keine Rechte und gar keine Maßnahmen mehr vorgesehen sind, oder? Das war so ein bisschen, was ihr vielleicht... Peut-être par rapport à cette question sur les sans-abri et puis aux différences qu'il pourrait y avoir entre des personnes qui ont quand même un droit au séjour ou qui sont elles-mêmes suisses, globalement, il y a des vraies différences entre ces sans-abri eux-mêmes. Pour l'avoir étudié dans d'autres recherches, il y a quand même cette idée du droit à la charité, au soutien pour une personne qui appartient à la société suisse, donc de par sa nationalité ou de par son statut de séjour, ça se discute hein, avec tout ce qu'on a vu maintenant, mais comme quelqu'un qui mériterait la charité parce qu'elle appartient à la société. Les personnes qui n'ont pas de papier sur le territoire, qu'elles soient européennes ou extra-européennes d'ailleurs, se retrouvent dans des conditions encore plus précaires parce qu'on estime qu'elles n'ont pas vraiment ce droit-là, sauf si elles travaillent. Et si elles travaillent, on se retrouve dans cette idée un peu méritocratique qui a été évoquée. En tout cas, ça, c'est des figures que j'ai pu observer par ailleurs. Le travailleur migrant, même travailleur au noir, mérite qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'aide dans une bonne mesure. Par contre, à partir du moment où la personne ne travaille pas ou est vue comme extrêmement marginale, peut-être que là, on se trouve dans une forme
de conditions de précarité encore plus grandes. Et nous, c'est ce qu'on constate notamment effectivement avec les personnes auprès desquelles porte notre recherche. Mais on avait vu dans le premier bloc, il y avait, Ilka Steiner qui n'est plus là, mais on avait parlé aussi que c'était la logique que c'était la logique territoriale qui jouait, au point de, par exemple, pour les gens qui rentrent quand ils ont 65 ans, et qui vont dans leur pays, là, il n'y a pas la logique de combien de temps on a travaillé, si on est dans le moment où on est précaire, là, il y a une autre logique qui joue. Alors, il y a comme plusieurs... c'est pas seulement cette logique-là de la méritocratie, en fait. Aussi avec la Zeitbewilligung qu'on peut dissoudre maintenant pour le droit social. Je ne veux pas monopoliser la parole et j'ai déjà pris la parole, donc je vais essayer d'être un peu rapide et de réagir à ce que j'entends autour de moi. Mais je voulais partir d'une observation que Gianni vient de faire et qui fait écho à la question qui m'a été posée avant. Quel est le potentiel des droits de l'homme, des droits fondamentaux dans tout cela? Alors, on oublie dans ce débat-là, et très souvent, les activistes pour les droits des migrants tendent à oublier un tout petit peu que les droits de l'homme postulent l'existence de l'État. Toute la construction des droits de l'homme postule l'existence de l'État comme entité souveraine qui a, entre autres choses, le contrôle territorial, donc a le droit d'avoir des politiques migratoires, de définir qui entre et qui n'entre pas, etc. Et même de définir des social boundaries de citoyenneté, ceux qui sont dans ces boundaries et ceux qui sont ailleurs. Alors après, on peut empoigner les droits de l'homme pour peut-être obtenir que des personnes dans une situation particulière ont des droits de regroupement familial, etc. Et là, j'aimerais dissiper une impression que peut-être j'ai donnée. Ce n'est pas vrai que tous les droits de séjour sont désormais postulent l'existence de ressources suffisantes. Il y a beaucoup de droits qui sont donnés à des personnes qui sont dans des situations de parfaite détresse, mais qui, par exemple, ont des liens familiaux suffisamment forts. Parenthèse fermée. Mais les extreme claims, c'est-à-dire lorsque j'entends quelqu'un qui me dit, bon voilà, du droit de la dignité humaine découle le droit pour toute personne d'entrer et de vivre en Suisse s'il se trouve dans une situation difficile chez lui, les droits de l'homme ont tendance à avoir beaucoup de mal avec ce type de extreme claims qui aurait comme corollaire le fait qu'il n'existe plus de possibilité d'avoir une politique migratoire. Je ne fais pas un jugement de valeur, je ne dis pas c'est bon, c'est mauvais, mais je pointe uniquement du doigt les limites des droits de l'homme comme vecteur de ce type de claims. Parce que les droits de l'homme, il ne faut jamais l'oublier, postulent l'existence d'un État qui est dans la plénitude de ses fonctions. Ouais. Vielleicht hier anschließend, es wird ja oder wurde eigentlich dieser UN Global Compact on Migration abgeschlossen, oder? Ich glaube, etwa 60 Länder sind jetzt dabei, bin ich ganz sicher. Und die Schweiz, also das ist eigentlich ein Soft Law auf UNO-Ebene, der aber doch zum Ziel hat, einfach den Schutz, die Sicherheit für Migrantinnen und Migranten zu verbessern, wie auch immer. Die Schweiz war beim Verhandeln dieses Global Compact sehr aktiv, das war irgendwo oben in den Behörden, aber jetzt, wo es um die Umsetzung geht, hat das Parlament beschlossen, sie wollen ihn vorläufig nicht unterzeichnen und sie wollen, oder, weil sie Angst haben, es könnte etwas vorwegnehmen, was wir im Nationalstaat nicht wollen, oder? Und dort haben wir genau dieses, also wir haben wunderbare Global Compacts und wenn es aber darum geht, was heißt es denn jetzt wirklich in der Schweiz, diesen umzusetzen? Und es wurde eigentlich auch dem Parlament gesagt, wir haben alle Bedingungen erfüllt, wir können den unterzeichnen, aber die Angst ist so groß, dass das nicht durchkommt. Das ist ein Beispiel, oder? Mhm. Oui, en même temps, les peurs sur le Global Compact, elles sont véritablement très exagérées. Et le domaine migratoire est le domaine de choix des peurs exagérées. Nous avons le domaine des politiques environnementales, qui est le domaine des peurs minimisées et ignorées, et le domaine migratoire, qui est l'exemple parfait d'un domaine dans lequel il y a des peurs totalement irrationnelles qui se font en place. Mais on pourrait parler aussi de la directive sur la libre circulation et des peurs de démantèlement du système social suisse qui sont complètement sans rapport avec la réalité des entitlements. Donc, Oui.
Oui, mais je voulais rebondir sur plusieurs choses que tu as dites. C'est que pour comprendre aussi ces asymétries de traitement, je pense que, alors je ne suis pas politologue, donc s'il y a des politologues dans la salle, excusez-moi pour mes remarques de cuistre, mais derrière un certain nombre de discours et de pratiques qui touchent notamment l'accès aux prestations sociales, il faut aussi voir que derrière, il y a des agendas politiques plus profondément axés sur l'anti-Union européenne. Ça me semble être une clé de lecture importante. Par exemple, si on veut comprendre ce qui s'est passé pour le Brexit, l'argument du welfare magnet a été très fort. Alors, ce qui me fait d'ailleurs rire, parce que je suis un spécialiste d'analyse comparée des politiques sociales, je peux vous dire que la Grande-Bretagne n'a pas c'est pas vraiment un magnet. Hein, c'est pas, les gens feraient mieux de venir en Suisse qu'aller en Grande-Bretagne s'ils veulent avoir des prestations sociales. Et ils feraient surtout mieux d'aller en Scandinavie plutôt qu'en Suisse. Mais l'argument derrière, c'était d'avoir un argument fort anti-européen, et clairement, c'était porté par des gens qui avaient un agenda anti-européen. Et ce qu'on voit très vite à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est que des normes de protection sociale, donc de protection des travailleurs plutôt, des normes de protection de l'environnement, ont été rapidement été mises à l'agenda dans les débats parlementaires à Westminster. Donc, ces discours anti-européens, anti-migrants ont comme fonction ultime de créer des sentiments négatifs envers l'Union européenne. Et puis, comme spécialiste des politiques sociales, cette fois-là, je pense être moins un cuistre, mais je pense que c'est assez clair que le welfare chauvinisme, c'est-à-dire cette propension à rendre l'accès de plus en plus difficile aux prestations sociales, c'est une stratégie pour baisser les dépenses sociales. Parce que il y a un exemple qui est très clair, qui est bien connu en politique sociale. Si vous réformez les retraites à la baisse, vous n'allez pas être réélu. C'est assez clair. Si par contre, vous décidez qu'on va donner moins de prestations sociales aux personnes issues de la migration, ou que si elles perçoivent des prestations d'aide sociale, elles vont devoir rentrer dans leur pays au bout de 6 mois, là, vous allez être réélu. Et peut-être encore mieux que 4 ans auparavant. Donc, il y a aussi, c'était juste pour dire que les stratégies électoralistes, elles sont importantes pour comprendre ces traitements asymétriques de différents migrants. Voilà. Absolument. Moi, Attends, ja, ist es okay? Weil ich habe sonst noch eine Wortmeldung von... Je voulais vous dire, en fait, rebondir sur ce que vous disiez au niveau politique, effectivement, c'est ça, sans aller dans le détail des lois. Tout au début, M. D'Amato nous a montré une affiche de 1922. Et quand on voit, je me suis occupée des affiches à la Bibliothèque nationale, donc je mérite de savoir ça. Quand vous voyez les affiches politiques dans notre pays, puisqu'on est amené à voter régulièrement, on a toujours utilisé la peur, évidemment, et la peur est rassembleur. Donc, vous pouvez faire passer un message politique très facilement, et on l'utilise encore, bien sûr. Et non seulement on utilise la peur, mais il faut évidemment un ennemi, parce que la peur seule ne suffit pas. L'ennemi, c'est l'étranger, c'est l'autre. Je me souviens, ça peut être l'ennemi à l'étranger ou à l'intérieur. D'ailleurs, je me souviens d'une remarque d'un professeur l'Université de Genève qui faisait aussi des études sur les rapports entre les différentes parties de notre société, même en Suisse. Il disait, à l'époque, quand l'UDC c'était au plus haut, je dirais, de sa courbe, ils en prenaient toujours évidemment aux étrangers qui veulent tous venir en Suisse, bien évidemment. Et la Weltwoche, qui est quand même l'organe principal du parti, reprenait évidemment cette politique. Et il y a eu un dérapage, et c'est là, en fait, le professeur en question faisait le parallèle entre l'ennemi extérieur, qui à un moment donné peut devenir l'ennemi intérieur. Et il y avait eu cette couverture de la Weltwoche où on voyait une personne avec les pieds sur la table, et où s'étaient mis les romans, les nouveaux grecs de la Suisse. Et en fait, c'est cette politique d'utilisation d'image, de la peur, de la fédération avec un ennemi qui soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est là qu'on voit que la limite peut être ténue. Évidemment, c'est quelque chose qui... Et après, il y a des agendas, bien sûr. Il y a un agenda anti-européen, il y a un agenda aussi de positionnement de parti. Monsieur D'Amato n'est pas d'accord avec moi. Attends, c'est directement à ça, ça va... Directement à ça parce que... D'accord, après Stéphanie Cour. Mais je me rappelle à une réunion interne à l'OFAS,
où l'idée c'était de comprendre qui est vraiment suisse, n'est-ce pas? Cette génération, on a vu que les Suisses à l'étranger, disons, sont de plus en plus de binationaux avec une citoyenneté suisse. Donc, et on a aussi certaines responsabilités vis-à-vis d'eux par rapport à leur nationalité. Alors, la question, c'est jusqu'à quand on a ces responsabilités? Et ça entre directement à ce qui fait Madame. Parce qu'on peut aussi chercher de marginaliser ceux qui sont dedans, mais qui ne sont plus dedans. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, au niveau politique, depuis une quinzaine d'années, il y a une remise en question de qu'est-ce qu'être suisse. Et il faut savoir qu'il y a énormément de pays, lorsque vous partez de votre pays, au bout de 5 à 10 ans, vous perdez le droit d'exercer vos droits politiques dans votre pays. En Suisse, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de partis, surtout des partis dont on sait que les Suisses de l'étranger votent plutôt au centre, à gauche ou au centre, très vert depuis 4 à 6 ans, extrêmement vert. Donc, certains partis commencent à se dire que c'est un électorat potentiellement peut-être un peu dangereux ou pas exactement, qui ne votent pas comme ils aimeraient et qui remettent en question non seulement le droit des Suisses de l'étranger d'exercer leurs droits politiques, mais qui disent aussi on devrait limiter l'accès à la nationalité, évidemment, mais aussi on ne devrait pas avoir le droit d'être double national, sachant évidemment que la majorité des Suisses de l'étranger sont double nationaux. Donc on voit que ce débat extérieur est de nouveau dans cette notion l'étranger, la peur, ça se retourne à l'intérieur et les thématiques dont on a parlé ce matin et cet après-midi, les 3/4 des thèmes sont valables pour les migrants et pour les Suisses qui sont à l'étranger. Gela. Merci. Moi, je pense que ça pointe aussi un paradoxe très important, c'est le fait que les politiques, qu'elles soient sociales, d'intégration, de migration, etc., sont conçues ou conçoivent la société comme une société nationale. Et puis nous, ce qu'on montre avec les recherches, en tout cas qu'on mène en SCCR en 2 mots, c'est que la réalité sociale, elle est différente. La vie des gens, elle se transnationalise à différents niveaux, y compris sans avoir à être mobile, et je pense que c'est aussi notre rôle, enfin le rôle des sciences sociales, de pointer ces changements au niveau sociétal et de créer le débat pour réfléchir en fait à ces changements, à ces transformations, parce que de toute évidence, il y a un décalage entre le moment où l'État social est prêt à se transnationaliser quand il s'agit de politiques pour inclure la diaspora qui peut apporter des voix, qui peut apporter des ressources, etc. Alors que quand il s'agit de la réception des migrants, on pose des limites beaucoup plus fermes. Donc voir aussi qu'il y a des processus, à mon avis, à l'intérieur même de la conception des politiques qui comprennent en quelque sorte cette contradiction, mais à mon avis, le débat doit prendre en considération aussi cette transnationalisation. Pourquoi on parle de mobilité et migration, enfin de ce nexus dans le SCCR en 2 mots, c'est aussi pour pointer le fait que les sociétés fonctionnent quand même sur des principes de sédentarité, quand on regarde les politiques à l'œuvre dans les sociétés où on considère plutôt la sédentarité comme la norme, et on voit qu'en réalité, les mobilités se multiplient et ça crée effectivement ces problématiques auxquelles on n'a pas forcément des réponses, mais je pense qu'on a beaucoup d'exemples, beaucoup de résultats qui permettent déjà de poser le problème et puis d'ouvrir le débat peut-être à un autre niveau que dans nos cercles académiques. Je crois que c'est très important ce que vous dites, de fermer ce clivage entre les réalités que comme scientifique vous analysez, et vous faites les théories et tout ça, et le clivage avec les discours politiques et médiatiques. On a l'impression qu'on parle d'autre chose que des réalités que vous voyez. Oui. Ja, jetzt fühle ich mich ein wenig unwohl mit dem, was ich sagen möchte. Und zwar, es ist ja nicht nur die Teilrevision des AIG, das Verschärfungen
herbeigeführt hat, sondern es gab am 9. Februar 2014 auch eine Abstimmung über eine Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung, die angenommen wurde. Und da steht eben Folgendes drin. Und da zitiere ich jetzt mal Artikel 121a der Schweizerischen Bundesverfassung, die doch eine Leitlinie für die Gesetze darstellt. Und hier steht in Absatz 2, das ist der 3. Satz, der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann beschränkt werden. Und was eigentlich passiert aktuell ist die Umsetzung dieser angenommenen Volksinitiative. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst sein in den Diskursen, auch wenn ich einig bin, die Gesellschaft ist transnational, aber die Gesetze stützen sich auf die Schweizerische Bundesverfassung und eben auch auf diesen Artikel. Und hier steht eben auch weiter in Absatz 3, auch der letzte Satz, maßgebende Kriterien für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende eigenständige Existenzgrundlage. Und auch das ist etwas, was man eben im AIG sehr deutlich sieht und auch spürt. Das ist eigentlich die Umsetzung dieses angenommenen Artikels. Und dennoch, auch mit diesem Artikel muss man sagen, dass quasi die C-Bewilligung, die eigentlich immer so eigentlich diese Sicherheit gegeben hat, den Migranten und Migrantinnen der Schweiz, jetzt nochmals ganz anders in Frage gestellt ist. Und das ist ja nicht nur wegen diesem Artikel. Nein, aber es ist möglich, der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt kann beschränkt werden. Das wurde gemacht, dieser Schutzmechanismus von diesen 15 Jahren wurde ersetzt durch eine Rückstufung, ein Rückstufmechanismus. Der Bundesrat war ja in der Stellungnahme, das war ja ein Vorschlag auch dagegen, weil es keinen Sinn ergibt im Stufenmodell Integration, das aktuell zugrunde liegt. Aber dennoch, das Parlament hat sich da durchgesetzt. Ja, das ist die politische Realität. Ja, genau. Ja, wo ist das Mikro? Es kommt. Also ja, ich fand das jetzt sehr spannend, weil mir ist aufgefallen, in eigentlich fast allen Präsentationen, die wir gehört haben, haben sie diese Divergenz zwischen dem, was eigentlich die Menschen bräuchten oder dem, was Integration bedeutet und dem, was die Behörden machen, wurde fast überall aufgezeigt, oder? Aber jetzt erst am Schluss kommen wir darauf, dass ja die Schweizer Behörden ausführend sind, oder? Also die führen nur aus, was die Politik vorgibt eigentlich, oder? Wie, in welcher Manier man das macht, ja, darüber kann man diskutieren, aber ich finde es wichtig festzuhalten, dass es ja nicht ein Behördenproblem per se ist, sondern eigentlich sind das Gesetze, die umgesetzt werden jetzt, oder? Und meine Frage oder mein Interesse wäre, ob Sie noch vielleicht sich auch Gedanken gemacht haben in verschiedenen Studien dazu, wie Behörden konkret das anders umsetzen könnten oder was sie anders umsetzen müssten. Also das würde mich jetzt auch noch interessieren. Die Frage der Handlungsspielräume der Behörden. Genau. Vielleicht zuerst Lisa Ball. Ja, das ist eine spannende Frage, weil man ja zum einen kann man sagen, es gibt die Gesetze, die das vorgeben, aber es gibt ja auch viele, nicht nur die Kann-Bestimmungen im Ermessensspielraum, aber es gibt ja auch Gesetze, die dann neu eingeführt werden und dann sind Behörden im luftleeren Raum für den Moment, weil sie ja erstmal gucken müssen, was dürfen wir jetzt umsetzen, wie geht das aus? Und dann ist zum Beispiel, was häufig der Fall war, auch ein Beispiel jetzt aus den deutschen Behörden, auch Sozialdiensten dort, die meinen, im Zweifelsfall rechtswidrige Entscheide treffen tatsächlich, weil man erst gucken muss, was können wir raussenden und wie geht es weiter an die Gerichte, Verwaltungsgerichte, dann im Schweizer Fall Kantonsgerichte, was wird da entschieden oder auch in der Zwischenebene und was geht am Ende dann weiter und was kommt dann dabei raus. Und in dieser ganzen Zeit, also das sind dann diese speziellen Phasen, wo man nicht Recht schon lange ausgelebt hat, sind dann Momente tatsächlich da, wo Behörden noch viel machen können und im Bereich der Migration. Aber meiner Meinung nach hat man das Problem, dass man nur testen kann, was man machen kann, indem man negative Entscheide trifft. Denn die positiven werden ja gar nicht weitergeführt oder angefochten. Und dann wird dann eben dadurch das alles so ein bisschen in diese negative Richtung gedrängt, dass man testet, wo kann man noch verschränken, wo kann man noch verschärfen. Und das ist natürlich spannend dann. Genau, also das ist so ein Testen, oder? Man erlässt eine Verfügung und schaut, wird angefochten oder nicht. Und hier stellt sich ja immer die Frage Zugang zu Justiz. Ja. Und wir sprechen hier von Sozialhilfe beziehenden Menschen.
Haben die finanziellen Möglichkeiten? Wissen sie um ihre Rechte? Wissen sie, was ein rechtliches Gehör ist? Und ziehen sie weiter oder gehen sie vor Gericht? Legen sie Rekurs ein. Und das ist dann wie eine zusätzliche Frage, die sich stellt, aber die stellt sich in vielen Rechtsgebieten. Das ist jetzt einfach ein Teil davon, oder? Und das ist dann ein Testen, solange wie unklar ist, wie man jetzt was interpretieren soll. Und ich denke, das ist eben dann spannend im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Bestimmung, oder? Das Staatssekretariat für Migration fordert auf, die Kantone nicht zu entziehen oder zu verwarnen, nur gestützt auf Covid-19. Was heißt das? Also wann ist es ausschließlich Covid-19 und wann nicht? Und da wird es noch spannend, vermute ich. Aber da kommt eine Reaktion. Ja, Anschlussbewertung wäre, denn wie wird es betroffen? Da gibt es riesige Unterschiede. Und es gibt in der Schweiz ja nicht nur einen Röstigraben, sondern auch innerhalb der Deutschschweiz dann noch eine Differenz West-Ost. Wobei jetzt gerade der Kanton Bern dort zum Beispiel ein Negativbeispiel ist, oder wenn man sich weigert, quasi diese Garantie, dass man eben die Aufenthaltsbewilligung nicht entzogen bekommt, wenn es wegen Covid ist, sehr klar und deutlich zu sagen, behördenseitig, dann werden die Leute sich einfach nicht getrauen, die Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, die sie bräuchten. Und da kann man natürlich gewaltig steuern, da ist der Spielraum für die Behörden riesig. Marianne, du wolltest auch noch hören. Und nur noch so eine Bewegung, die jetzt auch geschieht, ist, dass der Zugang zur Rechtsberatung ein Thema ist. Das ist die Nationale Plattform gegen Armut, die koordiniert wird vom Bundesamt für Sozialversicherungen, hat eine Studie herausgegeben, dass die unabhängige Rechtsberatung verstärkt werden muss, damit das Recht von Sozialhilfebeziehenden gestärkt wird. Das ist immer mal so eine Bewegung. Die Stadt Zürich unterstützt jetzt die unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht, um einfach mal auch etwas zu sehen, was geht da genau an der Basis. Oder? Und ich denke, dadurch kann man auch wieder Wissen aufbauen, Druck aufbauen politisch und wieder gewisse Korrekturen erwirken. Das sind halt lange Prozesse, aber das ist so ein Hin- und Hergehen vom Rechten beschneiden, aber auch wieder thematisieren, dass die Rechte wieder eingefordert werden müssen. Das finde ich mal eine optimistische Entwicklung auch, oder? Ja. Man muss auch sagen, wir haben als SFM ja 2 Studien zum Handlungsspielraum in den Kantonen in den föderalen Staat gebracht, 2011, mit Mitwirkung von Nicole Wichmann und 2019, also mit dem alten Gesetz, noch vor dem AIG und dem neuen Bürgerrechtsgesetz. Aber man muss schon festhalten, dass natürlich die Kantone einen Handlungsspielraum, einen Ermessensspielraum haben, wie sie die Bundesgesetze eigentlich interpretieren. Und zu sehen wird sein demnächst, oder inwiefern AIG und das neue Bürgerrechtsgesetz effektiv die Kantone dazu bringen, irgendwie so ein Mainstream in ihrem Ermessen anzuführen oder eben nicht. Also ich war bei einer Veranstaltung von Neuchâtel kürzlich hier in La Chaux-de-Fonds, war also beeindruckt natürlich über so die Wut und den Druck, den das Publikum eigentlich Richtung Politik gemacht hat, um zu schauen, dass der Kanton Neuenburg in Bezug auf das AEG und den Artikel, den du erwähnt hast, Stefanie, quasi anders entscheidet, als das anhin eigentlich möglicherweise von Bern gewünscht. Also es gibt einen Ermessensspielraum, der auch genutzt wird. Bislang. Vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch das Ganze noch ein bisschen in einen größeren Rahmen stellen. Also wir stellen ja in den letzten 20, 30 Jahren nicht nur eine Verschärfung im Migrationsrecht, im Ausländerrecht eigentlich fest, sondern wir stellen ja auch fest, dass ein sukzessiver Sozialabbau in verschiedenen Bereichen für alle eigentlich stattfindet. Das hat begonnen mit der Verschärfung der Arbeitslosenversicherung. Das ist weitergegangen mit der Verschärfung der Invalidenversicherung.
Das hat dann dazu geführt, dass die Sozialhilfefälle zugenommen haben. Jetzt kommt die Verschärfung des Sozialhilferechtes. Also wir haben im Prinzip einen kontinuierlichen Sozialabbau in verschiedenen Bereichen, gepaart mit einer zunehmenden Ungleichheit, Einkommensungleichheit, aber vor allem Vermögensungleichheit auch in der Schweiz. Und diese Ungleichheit führt normalerweise zu Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit kann man überdecken, indem man einen anderen Feind entdeckt. Jemand, der von außen kommt und den man so thematisiert. Das Bizarre daran ist, dass die Migration und die Transnationalisierung, die Internationalisierung eigentlich im Interesse einer globalisierten Wirtschaft steht. Und hier besteht ein gewisser Widerspruch zwischen diesen Tendenzen der Verschärfung des Ausländer- und Migrationsrechts auf der einen Seite und der Förderung der wirtschaftlichen Ausdehnung. Und die Frage ist, inwiefern wird dieser Widerspruch aufgelöst durch eben diese, ich sage mal, kulturellen Feindbildschaffung des bösen Ausländers, der eben dazu führt, dass es den Schweizern nicht so gut geht, wie es eigentlich gehen sollte. Also das wäre für mich ein bisschen der größere Rahmen, dass es nicht nur Behördenwillkür gibt oder solche Dinge, sondern dass das Ganze auch eine gewisse ökonomische Dimension an der Grundlage hat, die wir auch noch etwas beachten sollten. Une question que nous porte sur la contradiction que vous aviez ouverte aussi. Donc, oui, je reste sur le cadre plus général, mais je voulais répondre à la question qui avait été posée, mais qu'est-ce qu'on fait pour, et je reviendrai à ce que vous venez de dire, sur la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour infléchir les pratiques administratives? On fait plein de choses, n'est-ce pas? Il y a plein de publications qui disent non, il ne faudrait pas... Moi-même, je publie des études, il ne faudrait pas interpréter cette loi comme ça. Les droits de l'homme exigent que... C'est un travail fondamental, il est fait. Mais il faut se rendre compte que d'un point de vue des politiques globalement et de la politique globalement, c'est une lutte qui se fait sur l'arrière-garde. On est en train de défendre des choses, d'élargir des pratiques administratives, mais l'essentiel de l'évolution est dans la représentation sociétale du phénomène migratoire. Et là, moi, j'aimerais qu'on parte d'un constat qui est quand même fondamental. La narration anti-cosmopolite et donc aussi anti-migrants, etc., qui s'est installée à partir du début des années 90, est une retentissante success story. Ils sont arrivés à établir comme la vision mainstream ce qui était autrefois considéré comme la vision d'une minorité xénophobe, c'est-à-dire la vision selon laquelle la migration est un problème en soi, alors qu'on sait très bien que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Le migrant est identifié au pauvre type qui débarque à Lampedusa, alors que nous savons que numériquement, c'est une petite minorité, ou encore... pour dire les politiques ne doivent pas créer des appels d'air, si on fait ça, ils viendront tous là, alors qu'il n'y a aucune évidence de nature scientifique ou même, disons, politique pour supporter cela, etc., etc. Donc, si on continue de lutter aux marges, mais on laisse tomber cet aspect-là, on est perdant sur le long terme. On est perdant de manière inéluctable. Okay? Et là, on revient aux limites des droits de l'homme. Les Menschenrechte haben Schwäche. On ne peut pas prétendre de tout mettre sur les épaules du judiciaire en invoquant telle ou telle autre convention. Si on a une politique qui va complètement vers la fermeture, en l'espace de quelques temps, c'est joué. Et ça pose la question que Michael était en train de poser avant. Quel est notre rôle par rapport à ça? Et ce n'est pas un rôle, je ne l'entends pas en termes d'activiste, je l'entends comme académique dans la société. Nous sommes confrontés à un secteur d'une science politique énorme dans laquelle des représentations qu'on connaît être caricaturales de la réalité sont en train de dicter les politiques publiques. Manifestement, on n'est pas arrivé à renverser ces représentations. Ça nous rappelle toujours devant le miroir à nous demander, OK, qu'est-ce que nous qui étudions les phénomènes migratoires professionnellement, pouvons faire pour faire que la représentation de la réalité soit plus correcte. Après,
c'est dans le jeu démocratique de pouvoir avoir des politiques plus restrictives, moins restrictives, plus ouvertes, moins ouvertes. Donc, je ne suis pas en train de dire les politiques migratoires doivent être ce que pense Francesco Maiani. Ce n'est pas du tout ça l'idée, mais elles ne peuvent pas partir d'une représentation qu'on sait être complètement grotesque de la réalité. Comment est-ce qu'on se prend avec ce problème-là? Je pose le problème parce que moi-même, je n'ai encore pas trouvé les réponses et je fais ce métier depuis un certain nombre d'années. Donc, je suis préoccupé moi-même par cette question. Merci beaucoup pour partager cette préoccupation parce que je crois que beaucoup d'entre nous l'ont, mais peut-être on fait une dernière ronde pour savoir quelles sont vos techniques pour de quelque sorte de répondre à cette question. Quel est votre rôle dans cette représentation d'une narration d'une société plus proche de la réalité, quoi? Il y a 10 ans, moi j'aurais dit, OK, il faut entrer dans les médias parce qu'ils sont les ceintures de transmission, lesquelles, disons, on peut influencer une opinion publique. On peut aussi influencer, disons, ceux qui ont des rôles de décision. Et donc, de leur dire, OK, il y a ici quelque chose, peut-être il faut les inviter pour comprendre mieux. Non? Mais maintenant, on est aussi confronté avec l'érosion des médias classiques, n'est-ce pas, et disons, la croissance des médias sociaux qui fonctionnent selon une propre logique qui n'est pas vraiment super publique, qui est contrôlée par des entreprises, peu d'entreprises. Et dans certaines décisions, on peut dire, OK, ils ont bien fait, mais d'autres pourraient aussi être problématiques. Et là, on se trouve avec, disons, des réalités alternatives qui ne sont pas communicantes avec ce qu'on est en train de produire. Donc, ce que nous faisons, c'est une voie. Moi, je dirais, nous avons plusieurs voies ici. Ils sont plusieurs, mais disons, qui vient d'une certaine épistémologie de comment on va créer une discussion et qui se confrontent avec d'autres qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, non, et qui sont aussi là, et qui se créent ses propres réalités. Et ça pose vraiment un problème. Moi, je dirais aussi pour l'opinion publique de ce pays, et pas seulement de ce pays. On a une intervention là-bas des médias. J'aimerais réagir à votre question, en fait, parce que, bon, là, je suis aujourd'hui avec la casquette de journaliste pour les émissions Diversité. Et justement, Diversité a été créée pour répondre à cette absence, en fait, de lien entre tout ce qui se passe dans le monde de la recherche, entre les réalités des migrants qui évoluent, dont le statut est souvent sous-estimé lorsque celui-ci est de qualité, et lorsque celui-ci pose problème, il est gonflé. Et les médias, évidemment, ont indéniablement un grand rôle à jouer dans cette propagation d'une bonne ou d'une mauvaise image. Et du coup, si cette image est mauvaise, évidemment qu'elle va alimenter certaines politiques, elle est légitimée. Et si elle est mauvaise, et là encore, si elle est bonne, elle va peut-être freiner peut-être certaines politiques. Et puis surtout, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle va inspirer d'autres bonnes politiques. Alors, je crois que le poids des médias ne doit surtout pas être sous-estimé. Et dans le paysage médiatique suisse, il y a les médias traditionnels qui fonctionnent selon certains mécanismes que nous connaissons tous, mais il y a aussi tout un volet de médias issus de la diversité qui propose non seulement d'aborder ces questions, pas seulement sous forme de témoignages, c'est ce qui était le cas il y a 10 ans, mais qui propose surtout d'analyser, de contribuer à l'analyse et d'améliorer peut-être un petit peu, non pas l'image de façon superficielle, mais d'apporter des projecteurs sur des réalités que seuls peut-être les migrants peuvent apporter, en y apportant cette nuance que seule notre trajectoire et notre parcours permettent en fait de réaliser. Donc moi, je crois que les chercheurs et le monde académique ne devraient pas sous-estimer les petites passerelles comme celles des médias et de les saisir encore plus en les rendant plus intéressantes et faire peut-être ce pas de vulgarisation parfois qui est vraiment nécessaire de façon à ce que vos recherches nous soient le plus utiles possible. Bien. On a encore 2 voix avant de finir, c'est Stéphanie et Michaela. Moi, je voulais
Je n'ai pas de réponse à la question de Francesco, je ne pourrais pas. Mais je pense, tu as parlé de cette représentation sociale clairement anti-migration. Je dirais peut-être pas anti-cosmopolite d'emblée, mais anti-migration, c'est clair. Mais j'aurais dit à nouveau, si on aurait eu ces discussions il y a 20 ans, on aurait discuté de ça de manière toute différente. Pourquoi donc le transnationalisme n'est pas apparu hier, il est apparu, on a des études il y a 100 ans qui pointent ça, mais on ne s'y est pas intéressé. Donc là, le rôle des sciences sociales est aussi d'avoir cette réflexivité critique, enfin, de se poser des questions, en fait, ce qu'on nous demande de rechercher, comment on l'observe, comment on le regarde. Donc, je crois que nous, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir, d'une part, ce regard critique aussi sur la commande sociale. On fait des recherches qui sont financées par tel et tel organisme qui nous pose un problème sur notre table et on peut entrer avec la logique du législateur ou on peut entrer avec notre optique peut-être plus ouverte pour voir qu'est-ce que la réalité nous dit. Donc je pense que là, pour moi, ça commence là, en effet, à avoir cette réflexivité, la prolonger ensuite, en la rendre au cœur des débats qu'on peut avoir plus largement dans la société. Donc, c'est un peu ma réponse qui n'apporte pas finalement des solutions, mais je pense que c'est le petit pas que nous, on peut faire de notre côté. Ich gehe eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Forschung oder Forscherinnen und Forscher gegen außen gehen, das Gespräch, die Diskussion suchen. Und für mich gibt es da viele Wege, das zu tun. Sei es an Schulen einmal ein Forschungsprojekt vorzustellen, im Bewusstsein, man muss auch die Sprache je nach Altersgruppe anpassen. Es gibt neue Medien, die genutzt werden können, wo die Forschung unterrepräsentiert ist, meines Erachtens. Es geht auch darum, wenn wir heute eine solche Runde haben, mal anschauen, wer sitzt hier, wer sitzt eben nicht hier. Und ich denke, da gibt es zahlreiche tolle Ideen, die da sind, die wir als Forscherinnen und Forscher umsetzen können, ohne unser quasi Beruf als Forscherinnen und Forscher zu verlassen. Aber ich glaube, wir müssen da auch einfach aktiver sein, weil wir sind zu wenig aktiv, meines Erachtens. Wenn ich jetzt wieder höre, wie viel Wissen auch da ist und dieses Wissen wird nicht geteilt, dieses Wissen wird in englischsprachigen Fachartikeln publiziert, aber es wird nicht geteilt. Und wir müssten, glaube ich, ja, die Öffentlichkeit an der Forschung teilhaben lassen. Wichtig. Das ist schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe das jetzt auch vorhin gedacht. Wir haben vor ein paar Wochen in der Eidgenössischen Kommission genau über dieses Thema, was hier heute Nachmittag Thema war, gesprochen. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass vieles, was ich heute hier gehört habe, dort präsent gewesen wäre. Es ist auch wahnsinnig schwierig, sogar wenn man in diesem Feld tätig ist, überhaupt alles zu rezipieren, was ihr eigentlich forscht. Und da mal auch wirklich zu sagen, wie bringt man das, wie vulgarisiert man das, wie sie gesagt hat, auch eigentlich so, dass es überhaupt dahin kommt, sogar zu den anderen Expertinnen und Experten, die in der Praxis unterwegs sind. Ich glaube, das ist so eine große Frage und auch ein großes Desiderat. Danke vielmals für die vielen interessanten Aspekte, die hier nochmals aufgetaucht sind, auch in diesem Zusammenspiel mit den beiden Gästen, die wir hier hatten aus der Praxis und den anderen, die ja auch, viele, die da sitzen, ja auch in der Praxis und vielleicht auch online noch mit dabei waren. Wir hoffen, dass das ein Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sind von dem, was wir erzählt haben. Und ich gebe jetzt gerne zurück an Dario Spini für das Schlusswort von NCCR Lives. Das passt ja auch bestens dazu. Comme une tasse, mais ce n'est pas une tasse. Ça, oui, c'est ma voix. Très bien. Allez, je me retire un peu. Oui, mais un peu comme les chaises musicales. Rendre les choses plus compliquées. Très bien. À mon tour de vous remercier pour ces débats très intéressants et très vifs et qui demandent en effet des réflexions, je pense, collectives aussi pour voir ce qu'on peut faire comme chercheur, et à quel niveau on peut agir aussi, parce qu'évidemment, la logique étatique, la logique des communautés, la logique des individus, enfin, sont très différentes et évidemment, on peut faire beaucoup, je pense, et les NCCR
Je pense qu'ils ont peut-être un rôle aussi, une certaine, disons, certaines ressources aussi qu'on pourrait aussi réfléchir de temps en plus aussi dans ce sens-là. En tout cas, je me fais le reproche. Et même si, en effet, on essaie de beaucoup communiquer et d'organiser des discussions. Donc voilà, on arrive au terme. Je voulais d'abord remercier, nous remercier de collaborer, de Gianni et toute l'équipe du NCCR on the Move, et notamment Annick Lombard, c'est juste? Oui. Et Pascal Meder qui ont organisé plus directement avec l'aide des équipes administratives. Et puis on voudrait remercier évidemment tous les orateurs et oratrices. Et je crois qu'il y a un petit cadeau qui vous attend, alors ne l'oubliez pas. Voilà. Très bien, et le mot de la fin, c'est merci à tous et à toutes. Et bien, le travail continue et à bientôt.